je vais vous proposer de débuter tout de suite par l'appel. Alors, je suis là. Sophie Del Socorro. Présente. Jean-Luc Pouget. Présent. Philippe Naon est remplacé, ou plutôt représenté par Jean-Luc Pouget. Valérie Maillard-Blimont n'a pas donné de nouvelles. Lionel Garnier. Présent. Martine Thirouez. Présente. Christophe Vincent. Présent. Marie-Claire Gallarano. Présent. Sean Malonnet. Présent. Bernard Chevillon. Présent. Jean-Claude Le Gall. Présent. Philippe Dinet est représenté par Bernard Chevillon. Claire Lacombe est représentée par Sophie Del Socorro. Laurent Rebecquet. Présent. Véronique Flamand, pas de nouvelles non plus. Brigitte Duiroux. Présente. Jackie Adjamou. Présente. Laurent Kravik. Il m'a dit qu'il arrivera en retard. Bon. Anne de Rivet est représentée par Marie-Claire Gallarano. Magali Richard. Présente. Guylaine Braque de la Perrière. Présente. Joël Anse-Conrad. Présent. Vincent Medu. Présent. Éric Baude. Présent. Karen Naben. Présente. Et Sénat Bousseau, représenté par Vincent Bedu, qui en outre a gagné le rôle de secrétaire de séance. Bien, ce conseil est donc valablement constitué. Nous allons pouvoir aborder l'ordre du jour, qui est une simplicité quasi biblique ce soir, puisqu'il ne comporte que 2 points. Un point très formel pour pouvoir continuer à fonctionner jusqu'à ce que nous votions le budget, et le débat d'orientation budgétaire. Alors le premier point qui concerne les dépenses pré-budget est un point qui est tout à fait réglementaire et qui consiste à voter une certaine somme de dépenses qu'il est possible de payer. Il ne s'agit pas d'engagement, il s'agit de paiement, de payer avant que le budget ne soit voté, de dépenses d'investissement. Et le montant de ces dépenses est limité par la loi à 25% des dépenses d'investissement de l'année précédente, qui était de l'ordre de 2 millions de francs, de 2 millions d'euros, sensiblement. Oui. Je suis en train de chercher le montant exact, voilà. Qui était de 1 936 458,59 euros, ce qui signifie que 25%, ça fait un petit peu moins de 500 000 euros. Nous vous proposons non pas de consommer ce maximum, ni même de se l'autoriser, mais nous vous proposons de voter une autorisation de dépenses d'investissement de 150 000 euros pouvant être payés, le cas échéant, avant le vote du budget. Avez-vous des questions sur ce point? Pas particulièrement. Alors, qui s'oppose à cette décision? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. Donc, acte. Cette somme de 150 000 euros est donc adoptée et accessible à l'investissement. Alors, le point suivant qui concerne le débat d'orientation budgétaire va nous conduire, si vous voulez bien, en 3 temps. Un premier temps qui consiste à rappeler, mais très formellement, ce qu'est le contexte économique qui nous environne, ou du moins qu'est le contexte économique sur lequel nous avons fondé jusqu'à présent les réflexions. Le deuxième point, ce sera un retour sur les résultats estimé de l'année 2018, ce n'est pas le compte de résultat, mais c'est quasiment le compte de résultat. Puis le troisième point, d'évoquer les orientations 2019. Alors, en ce qui concerne, je vous renvoie un peu à votre notice, mais ça permet, le cas échéant, de commenter certains de ces aspects. En ce qui concerne le contexte de notre environnement, ce travail est fondé sur la loi de finances 2019, et la loi de finances 2019 a affiché un certain nombre de paramètres sur lesquels on peut légitimement aujourd'hui, par rapport à la date où la loi de finances a été votée, peut-être se poser quelques questions, mais on ne s'en posera pas ce soir, on va simplement les citer. La loi de finances a prévu pour 2019 une croissance de 1,8%. Il s'agit de la croissance nationale, bien entendu. Elle a prévu également que le déficit public serait ramené bien en deçà des 3% fatidiques
de la Commission européenne, il serait ramené à 1,9% du PIB. La dépense publique, de son côté, serait limitée à 0,6% en 2019, ce qui diminue son poids dans l'ensemble de la dépense nationale. L'endettement se stabiliserait à environ 98,7% du PIB et on attend une inflation de 1,6 à 1,7%. Enfin, le taux de chômage est attendu en recul de 8,4%. Alors cette loi de finances est très séduisante, mais après les événements de la fin de l'année et du début de celle-ci, on peut se demander quelle va être l'évolution de ces paramètres. On n'en dira strictement rien, puisqu'on n'a pas d'éléments pour les commenter, mais il est évident que chacun va bouger par rapport à ce qu'il était dans cette prévision, du fait, entre autres, des événements de fin d'année, en espérant que le reste de l'année permette peut-être un retour vers ces estimations qui étaient tout à fait favorables. Mais il s'agit là du contexte national et nous ne sommes pas au niveau des collectivités. Ajoutons peut-être que dans tout ceci, d'un point de vue strictement législatif, une décision importante s'ajoute à tout ce qu'on vient de dire, une décision d'ordre financier, une série de décisions importantes, c'est-à-dire que la loi de finances avance le fait que les dotations aux collectivités, c'est-à-dire la fameuse DGF en particulier, ne diminueraient pas en 2019, qu'elles resteraient stables. Certains ont même dit qu'elles pourraient peut-être évoluer légèrement à la hausse, mais je vous rappelle quand même l'exemple 2018 où la DGF n'a effectivement pas diminué au plan national. Dans ce qui nous concerne, elle a diminué sensiblement. Et pourquoi diminue-t-elle? Parce qu'elle est répartie entre toutes les collectivités nationales et que, de fait des paramètres sur lesquels elle est fondée, certaines de ces collectivités bénéficient d'augmentation et d'autres, évidemment, de diminution visant à préserver le total. Cette même programmation a prévu que l'objectif d'évolution de la dépense locale, je vous rappelle qu'on attend un objectif de progression de dépenses publiques de 0,6, c'est ce qui est affiché dans la loi de finances. Cet objectif d'évolution prend en compte une évolution de la dépense locale qui serait ramenée à 1,8%. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire, en ajoutant le fait que le deuxième tiers de dégrèvement de la taxe d'habitation est programmé pour 2019, ce qui n'est pas sans effet pour les contribuables bénéficiaires, ce qui est sans effet apparent pour les collectivités, puisqu'il s'agit d'un dégrèvement, donc il est compensé à l'euro pour les dites collectivités. Mais évidemment, ce n'est pas tout à fait pareil de bénéficier d'une compensation que de pouvoir fixer nous-mêmes le taux de l'impôt et son montant par votre conséquence. Voilà à peu près tout ce que je peux dire sur le contexte national. Si quelqu'un souhaite préciser ou... Oui, j'ai peut-être, monsieur le maire, deux éléments. D'abord, lorsque vous dites que nous n'avons pas d'informations sur certains indicateurs économiques, on a quand même, en cherchant, certains indicateurs économiques récents qui viennent de tomber, et notamment en fait le taux de croissance qui est prévu par le FMI, enfin qui est ramené plus exactement à 1,5% plutôt que les 1,8% qui étaient optimistes. De même que le déficit public, aujourd'hui on sait bien que nous ne serons pas dans la première épure, mais qu'on sera largement au-delà des 3%. Tout à fait. Donc ça, ce sont des éléments quand même de contexte macroéconomique que l'on peut peut-être anticiper, parce que j'imagine quand même que le budget de la commune, même s'il est à un niveau micro, il n'empêche qu'il doit prendre en compte quand même ces éléments macroéconomiques. Alors, sur les deux chiffres cités, c'est exact, ce sont des chiffres qui sont cités et qui évoluent régulièrement en ce moment
au fur et à mesure que la situation s'enfonce un petit peu. Lorsque nous aurons à établir le budget primitif, bien sûr, on va les regarder à nouveau, même si ces deux chiffres-là n'ont pas d'influence directe. Alors que, par exemple, les prévisions en matière d'inflation ou éventuellement des décisions sur certaines contraintes de la dépense locale, elles pourraient en avoir. Absolument. Et on aura, juste avant le budget, à reprendre tout ceci. Et c'est justement le sujet de ma deuxième interrogation, qui est en fait les mesures fiscales. Alors soit j'ai pas entendu, soit il me semble que vous n'avez pas évoqué la manière dont en fait le taux de revalorisation des valeurs locatives serait fixé, notamment en prenant en compte l'inflation. Oui, non, je ne l'ai pas précisé, c'est exact. Oui, alors ça me semble être un élément quand même assez majeur, parce que bien évidemment ça va avoir un impact sur la fiscalité locale, et notamment en fait si l'assiette est calculée avec une actualisation sur l'inflation, il peut se produire un effet d'éviction de certains habitants qui n'ont pas en réalité des revenus qui sont basés, qui augmentent en même temps ou au même niveau que l'inflation, et je pense notamment aux retraités. Les retraités aujourd'hui, ils ont des revenus qui ne sont pas du tout indexés sur l'inflation, et avoir une fiscalité locale en quelque sorte indexée sur l'inflation, c'est à un moment donné avoir un croisement des courbes qui fera que eh bien, une partie de la population sera obligée en fait de trouver d'autres communes avec des fiscalités différentes. Alors c'est effectivement quelque chose qu'on peut avancer. Les revalorisations de bases locatives, qui sont les bases de la fiscalité, ont toujours été réalisées tous les ans par un coefficient qui s'est quelquefois fortement approché de l'inflation, pas toujours, qui a toujours été modulé par l'État. Il est question, effectivement, nous ne l'avons pas pour le moment, hein, on n'a pas la revalorisation des bases. C'est pour ça que je n'ai pas avancé de chiffres. Mais effectivement, il a été évoqué que ce coefficient serait proche de l'inflation. Et il est sûr que pour les gens dont les revenus décrochent par rapport à l'inflation, ça se traduit d'évidence, et c'est le cas des retraités, à taux égal, parce que je n'ai pas précisé non plus, parce qu'on ne l'a pas fixé, la commune n'a pas l'intention d'augmenter ses taux cette année, mais en tout état de cause, même sans augmentation de taux, ça se traduit par un relatif décrochage. Alors ce qui n'est pas en soi non plus une nouveauté, parce que c'est peut-être une accentuation du phénomène qui se passe dans ces cas-là, c'est vrai. D'autres interventions ? Oui, s'il vous plaît, sur la progression des dépenses, on indique une dépense prévue de 0,6%, mais en fait, ça serait pas mal de la décliner, dépenses territoriales, de l'État, et ainsi de suite. Parce que finalement, on a des recettes qui sont plus liées à des contributions directes, et des dépenses plutôt liées aux collectivités territoriales, pour lesquelles l'accroissement n'est pas le même. Il n'est pas de 0,6, on le voit d'ailleurs dans nos comptes. Donc en fait, de mettre 0,6, ça nous donne un objectif, mais qui en réalité, on n'est pas du tout dans cet objectif. On le voit dans nos dépenses, on est plutôt à 3 ou 4% Tout à fait. de dépenses. C'est bien pour ça que je précise qu'il s'agit de la dépense nationale et qu'on n'y est pas lié directement, même si on en fait partie, puisque le total inclut évidemment les dépenses des collectivités, le total, mais que l'État joue sur, en particulier, les gros postes de dépenses de la fonction publique, d'État, des armées, Et qui là nous concerne un peu moins. Nous concerne moins, mais influe sur le 0,6. Et en fait, il me paraît une quasi-évidence que les dépenses des collectivités, telles qu'on voit les nôtres chaque année, sont très liées, d'une part à travers le compte de fonctionnement. Je ne parle pas des investissements, parce qu'on peut toujours jongler avec l'investissement pour tenir les dépenses des collectivités. Ce qui n'est pas forcément une bonne solution, mais c'est une possibilité. Par contre, les dépenses de fonctionnement, qui sont tenues par l'inflation pour ce qui est du chapitre 11, c'est-à-dire des dépenses courantes, et par la rémunération des fonctionnaires et leurs effectifs pour ce qui est du chapitre 12, sont jamais de l'ordre de 1 à 1,5%. Elles sont toujours au moins 2 fois plus élevées, pratiquement.
à service identique. Alors ça, c'est un débat, on va y venir tout à l'heure, quand on va parler de l'orientation budgétaire de la commune. Au plan national, on est relativement déconnecté, d'autant que le critère d'orientation de 1,8% n'est pas strictement adressé avec un caractère obligatoire à la collectivité territoriale que nous sommes. Alors, on va peut-être venir sur quelques éléments de résultat qu'on a examinés en commission des finances la semaine passée, Tu reviens. sur l'année 2018. Tu recommences. Pardon, ils sont sur Teams. Bon. Ah oui. Recommence en haut, tape en haut. Vous pouvez les suivre sur votre tablette. C'est la même version. C'est la version d'aujourd'hui. Donc, résultat 2018. On commence traditionnellement par les recettes de fonctionnement. En 2018, les recettes de fonctionnement se sont élevées à 6 579 734 euros et 98 centimes, qui sont à comparer à un montant de 6 548 652 euros et 58 centimes prévus au budget. Vous voyez donc des dépenses de fonctionnement qui ont été supérieures d'environ 30 000 euros aux dépenses du budget. Pour information, 30 000 euros, c'est un point d'impôts locaux. C'est des dépenses, donc ça n'a pas de lien direct. Dans le même temps, les dépenses de fonctionnement réalisées se sont élevées à 5 840 867 euros et 64 centimes, pour un budget qui évidemment est le même que celui de recettes, de 6 548 652 euros et 58 centimes. C'est-à-dire une dépense qui est de l'ordre 8 et 7, 15 de 700 000 euros inférieure. Quand on calcule le résultat, c'est-à-dire la déduction des dépenses des recettes, on obtient un résultat 2018 au niveau du compte de fonctionnement de 738 867 euros et 34 centimes. Compte tenu du report du résultat de l'année précédente, qui était de 2017, donc sur 2018, qui était de 450 000 euros, nous nous retrouvons avec un résultat de fonctionnement cumulé de 1 188 867 euros et 34 centimes qu'il nous faudra répartir entre le compte de fonctionnement 2019 et le compte d'investissement 2019. Une prévision de report fait que nous mettrions 450 000 euros en investissement et 738 867 euros en fonctionnement, mais toujours plus en fonctionnement, puisque vous vous rappelez tous qu'on peut basculer du fonctionnement investissement, mais en investissement, mais on ne peut pas faire le contraire. Donc ça permet éventuellement, par une décision modificative, d'alimenter davantage le compte d'investissement. Donc je me répète, 1 188 867 euros et 34 centimes d'excédent cumulé. Du côté de la section d'investissement, la section d'investissement en recettes affiche 2 209 198 euros et 36 centimes pour une prévision budgétaire de 2 633 985 euros, soit une différence de moins 420 000 euros. Au niveau des dépenses d'investissement, ce compte affiche 2 237 091 euros et 43 centimes de dépenses pour une prévision qui était la même de 2 633 985, c'est-à-dire en gros 400 000 euros de moins que la prévision. Néanmoins, si on fait la soustraction des dépenses des recettes,
on s'aperçoit que le résultat est un résultat négatif de moins 27 893 euros et 7 centimes. Compte tenu du fait que l'année 2017 avait conduit à reporter un résultat d'excédent d'investissement de 136 422 euros et 10 centimes, il reste donc en 2018 un excédent de 108 529 euros et 3 centimes qui sera évidemment reporté, oui, on n'a pas le choix, en section d'investissement pour l'année prochaine. Il s'agit là des grandes lignes de recettes et de dépenses. Alors, on peut aller un petit peu plus loin en rentrant à l'intérieur de chacun des points d'évolution. On en a souligné quelques-uns que vous allez trouver, que vous trouvez dans votre document de synthèse et que je vais essayer de retrouver dans le document détaillé. Alors, ce qu'on a isolé, c'est que dans les charges 011, je me répète, ce sont les dépenses courantes. On a une augmentation par rapport au budget de 10 000 euros en alimentation. Cette augmentation de 10 000 euros en alimentation est essentiellement due à l'augmentation du nombre de repas commandés pour les besoins de la restauration scolaire. Et cette augmentation du nombre de repas commandés est liée à l'augmentation des rationnaires. Nous avons aussi un dépassement important sur le chapitre entretien des terrains. Alors, entretien des terrains, il est là, c'est le 61 521. D'où vient ce dépassement? Le dépassement vient du fait que nous avons eu cette année, alors le dépassement il est de l'ordre de 80 000 euros, c'est quand même assez important. Tout n'est pas dû à ce que je vais vous dire, mais une bonne partie est due à l'élagage des arbres de la Nationale 19 que nous avons effectué cette année et qui s'avérait nécessaire. Il y a effectivement aussi quelques autres facteurs et les tontes ont été un petit peu supérieurs également à la prévision. Sur l'entretien des bâtiments, on a dépensé 6 000 euros de plus, j'allais dire toute section, tout bâtiment, sans qu'il y ait véritablement de problème particulier. On a quand même fait une intervention pas négligeable sur le toit de l'école. Nous avons aussi 17 000 euros d'entretien de réseau. Les 17 000 d'entretien de réseau sont pour une bonne part liés à des problèmes avec le service d'eau, qui ne sont pas terminés, puisqu'il y avait encore une fuite au Préfésard ces jours-ci. Et bien entendu, une dépense qui s'avère d'évidence, c'est que comme nous avons acquis un certain nombre de bâtiments, nous avons aussi payé la taxe foncière. Vous savez que la taxe foncière, elle se paye au prorata de la durée de possession. Donc toute acquisition fait que, contrairement à la taxe d'habitation qui s'applique aux propriétaires au 1er janvier, la taxe foncière s'applique, elle, à partir de la date d'achat, et elle a représenté 11 000 euros supplémentaires pour cette année. Les autres postes eux-mêmes n'ayant pas suscité de différenciation considérable. Le total de ce poste de chapitre 11 est arrêté à 1 310 328 euros et 71 centimes pour une prévision de 1 358 170 euros et pour un budget de l'année précédente de 1 219 369 euros 45, soit une augmentation de 90 000 euros. Le chapitre suivant. Alors le chapitre suivant qui est celui des frais de personnel. Alors le chapitre des frais de personnel s'est tenu au budget
global de la rubrique. Et heureusement, nous avions prévu, comme nous le faisons tous les ans, une marge de 60 000 €. Le budget des frais de personnel s'est arrêté à 2 165 455 € et 58 centimes pour 2 180 000 de prévision, soit 15 000 € de moins. Et pour en 2017, 2 090 600 € et 8 centimes, soit un plus de 75 000 € par rapport à l'année 2017. D'où viennent les évolutions plus importantes de 2018, puisqu'en fait on a consommé une partie non négligeable de la marge. Ça provient d'une part à des remplacements de personnel. Alors les remplacements de personnel se traduisent par des recettes, mais les recettes, elles apparaissent dans d'autres postes du compte de recettes. D'une augmentation donc au total de 75 000 €, dont 31 000 € liés à des remplacements de personnel, à la cantine et au ménage essentiellement, 11 000 € dus à l'évolution des grades, c'est l'équivalent du GVT, puisque si la valeur du point des fonctionnaires est bloquée, ce n'est pas pour autant que leurs évolutions de carrière le sont. Et puis 6 000 € liés à l'introduction du système RIFSEP, qui évidemment s'est traduit pour pouvoir tomber dans les nouvelles grilles par rapport à ce qu'étaient les anciennes grilles, à une augmentation totale de 6 000 €, puisqu'évidemment on ne voulait pas que les nouvelles grilles provoquent des diminutions de salaire à certains personnels. Nous avons aussi une dépense liée au fait qu'on a mis à notre disposition des agents provenant d'autres collectivités. Ça rejoint les problèmes de remplacement de personnel. Et puis une surprise désagréable pour la commune, mais finalement parfaitement légitime et parfaitement obligatoire, où un agent de la commune a fait droit à la possibilité qu'il a de nous demander une validation d'année de service précédent. Cette validation d'année de service précédent est importante puisqu'elle représente une dépense de 20 000 €, mais nous n'en avons eu connaissance qu'après que nous ayons eu établi le budget. Donc rien qu'à elle seule, elle explique pratiquement un tiers de notre dépassement, même un peu plus d'un tiers. Pour votre information, nous aurons cette année, un autre événement de même nature, pour quelqu'un qu'on connaît beaucoup moins bien, parce que c'est quelqu'un qui a exécuté des services dans la collectivité, mais à une époque dont aucun d'entre nous ne se souvient, puisqu'aucun d'entre nous n'y était. Là, en l'occurrence, c'est quand même un agent qu'on connaît. Voilà quels sont les éléments d'évolution des grands postes de dépenses de notre budget de fonctionnement. Les autres charges de gestion, c'est-à-dire qui comportent des postes comme nos contributions aux organismes de regroupement, qui contiennent nos contributions aux syndicats, qui contiennent nos contributions au CCRS et qui contiennent les indemnités des élus et l'ensemble des frais et charges sociales qui sont liées. Ce poste-là se termine à 1 346 878 € et 94 centimes pour 1 389 569 €, c'est-à-dire quasiment 40 000 € de moins. Et pour 1 263 900, 1 264 000 l'année dernière, c'est-à-dire pratiquement 80 000 € de plus, dont une bonne part se retrouve. Alors où est-ce qu'on les retrouve? Pardon, dans le FCCT, oui c'est ça, c'est-à-dire l'évolution de notre compensation vis-à-vis du territoire. Les charges financières sont à peu près du même niveau que l'année dernière et inférieures à la prévision, puisque nous avons eu recours à l'emprunt, mais à un niveau moins élevé que prévu et plus tardivement que prévu.
Et c'est à peu près tout ce que l'on peut en dire, sachant que le détail, évidemment, vous est accessible. Et si vous avez des questions particulières et précises sur le budget de fonctionnement, c'est le moment de les poser. Sinon, on passe au budget d'investissement. Donc, comme je ne vois pas de main se lever, le budget d'investissement, chapitre recettes. Alors, ce budget d'investissement prévoyait 2 633 985 € de recettes budgétaires. Et nous en avons réalisé 2 200 726 et 65 centimes, c'est-à-dire 430 000 de moins. Mais il est évident que dans les prévisions, il y avait des virements de la section de fonctionnement et de l'excédent d'investissement qui ne sont pas pris en compte dans la comptabilisation. Donc, la différence est à chercher dans ces rubriques. Si donc les autres postes de recettes, passons sur les amortissements. Les amortissements, c'est facile à calculer. Donc en fait, ils sont de 401 037,96 € pour une prévision de 400 000 et pour une réalisation 2017 de 468 440,80 €. La différence étant essentiellement liée au fait qu'on n'a pas investi la même chose en 2017 et en 2018. Et les dotations diverses, on retrouve un petit peu ce phénomène dans le FCTVA, parce qu'on a acheté un peu moins en 2018 qu'en 2017. Le FCTVA nous a rapporté 178 660 pour une prévision de 147 636 et un résultat 2017 de 188 296. Notre tirelire habituel, qui est la taxe, qui est constituée par la taxe d'aménagement, a représenté 318 017,12 pour 173 985 €. Mais je ne vous répète pas, ou plutôt si je vais le répéter, mais tous les ans, nous minimisons ce poste de recette puisque c'est lui qui assure une certaine sécurité en cas de besoin. Ces 391 000 sont bizarrement à comparer à 391 343 l'année précédente, c'est-à-dire il y a 150 € de différence. Il y a également là-dedans l'excédent de fonctionnement reporté qu'on a évoqué. Alors, les subventions. Alors, les subventions, ça devient plus délicat puisque nous avons plus beaucoup de subventions nous provenant des politiques. Alors, on a bénéficié d'une subvention de 8 000 € pour l'équipement numérique. C'est le ministère de l'Éducation nationale, hein, c'est ça. De 9 500 € de l'État pour l'accessibilité. Un reste de subvention de nos sénateurs pour 11 000 € qui était affecté à la rénovation de Montanglo. La DETR a un montant inespéré de 81 162 €. C'était une bonne nouvelle, supérieure à ce que nous avions demandé. Ce qui fait que finalement, on a un budget d'investissement. On a des subventions à hauteur de 110 067 € et 55 centimes pour nos investissements, alors que nous n'avions préfiguré que 54 000 €. Et du côté de la métropole de Paris, nous avons aussi une subvention. Elle est de 22 201 € pour 22 200 prévus. C'est la subvention destinée à l'électrification de notre parc automobile, qui nous a servi à acheter des voitures et à acheter des bancs. Et donc, au niveau de l'endettement, nous avions prévu au budget un emprunt. On avait prévu environ 800 000 € et affiché 779 250 sur le budget, et nous avons emprunté exactement cette somme-là. Comme on l'a emprunté un peu plus tard que prévu, les remboursements d'intérêts que vous avez vus tout à l'heure
puisque les remboursements d'intérêts figurent en compte de fonctionnement, alors que les remboursements de capital figurent en compte d'investissement. Alors, on va pouvoir passer aux dépenses d'investissement. Justement, on va retrouver ces remboursements capital. Les dépenses d'investissement, les premières lignes sont des lignes de compte. Nous trouvons les remboursements d'annuités d'emprunt, d'annuités de capital, pour 244 479,38 €. On avait prévu 244 481 €, c'est-à-dire 2 € de plus, c'est raisonnable. Et on avait l'année dernière remboursé 220 893,33 €. C'est assez logique parce qu'on dépense plus, parce que d'une année à l'autre, on dépense toujours plus en capital pour les emprunts existants, et évidemment, on dépense aussi les remboursements en capital des emprunts nouveaux. Les frais d'études sont maintenant considérés comme, sont pas maintenant considérés comme, sont considérés comme des investissements incorporels. Nous avons dépensé 76 273,21 € de frais d'études pour 85 000 prévus et pour 102 093 € dépensés en 2017. Et enfin, nous avons réalisé un certain nombre d'investissements, alors qui ne sont pas classés ici de la façon où vous avez, à vrai dire, l'habitude de les voir. Je vais les citer un petit peu autrement. On a réalisé un total au niveau du chapitre d'investissement de 1 808 185,38 € pour 2 196 350 prévus et 1 519 435,04 € réalisés l'année précédente. Et pour l'essentiel, ces investissements sont les suivants. La grosse part est à imputer à la rénovation de Montanglo pour 350 000 €. Une autre part importante, c'est l'acquisition des véhicules électriques et des bornes pour 100 000 €. C'est la réalisation de la dépose minute de l'école et le cheminement piétonnier, poussette, fauteuil roulant jusqu'au parking pour 140 000 €. C'est des changements de bornes à incendie pour 21 000 €. C'est la réalisation de l'équipement de fitness que vous utilisez tous, j'espère, pour 18 000 €. L'achat des tablettes numériques pour 10 000 €. L'acquisition de parcelles au chemin des Vignes pour 10 000 €. Les préemptions du SAF pour 52 000 €. La recherche et la réparation d'une fuite d'eau dans le cimetière. Alors normalement, on aurait pu l'imputer en fonctionnement, mais il est plus intéressant de l'imputer en investissement puisque ça nous permettra de récupérer la TVA. Cette fuite d'eau était particulièrement vicieuse puisque sa réparation nous a coûté 48 000 €. Enfin, je cite pour mémoire La Poste, que nous avons payé au prix négocié de 540 000 €. Ce sont là les points essentiels réalisés, mais il faut ajouter à ça, bien sûr, une série d'investissements récurrents que nous effectuons chaque année, qu'elles concernent l'école, les bâtiments ou le matériel du service technique. Je ne m'étendrai pas davantage sur ce sujet, vous laissant la parole si vous souhaitez des éclaircissements sur tel ou tel point du budget d'investissement. Oui, monsieur le maire, j'ai juste une question par rapport à ce qu'on a reçu dans la notice explicative. Il y avait un résultat de l'exercice entre recettes d'investissement et dépenses d'investissement, moins 36 000. Et là, sur le dernier tableau qu'on a reçu à 4h30, il y avait 27 893. Moins 27. Alors, Ça a été mis à jour. oui, je ne sais pas vous dire exactement quel est le facteur qui a vraiment changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est les recettes d'investissement. C'est les recettes d'investissement, on avait touché la taxe d'aménagement. On n'avait pas encore lors de l'envoi du premier document. Donc un complément au fameux poste dont je parlais tout à l'heure, Et ça a été qui est présenté notre réserve. Ça a été présenté en commission finance.
Voilà donc ce qu'on peut dire sur les résultats 2018, ce qui me permettait de dire samedi dernier que les finances sont satisfaisantes en 2018 et ne posent pas de problème majeur, et ce qui permet de définir une orientation budgétaire relativement simple, qui consiste à dire ben, on va continuer ce qui est engagé sur la tendance, c'est-à-dire qu'on va engager 2019 en matière de fonctionnement sans nouveauté sensible dans les services rendus à la population ni dans la façon de les rendre, même si en fin d'année des évolutions qui peuvent être importantes apparaîtront. C'est que dans le bâtiment de la Poste sera réalisée une extension de la mairie avec un guichet d'accueil unique, avec un service numérique, avec une agence postale qui sera par ailleurs subventionnée par la Poste, mais qui entraîneront des modifications de fonctionnement et certainement quelques évolutions financières que nous aurons intégrées. Et puis, la police municipale, qui est toujours en cours de constitution, de discussion pour la constitution, qui évidemment entraînera elle aussi à la fois un coût d'investissement supplémentaire mais limité à l'année 2019 et peut-être à l'année 2020, et un coût de fonctionnement dont je disais que si nous réalisons ce que nous avons préparé et voulu réaliser, c'est-à-dire une police pluricommunale à 4 communes, représentera pour nous une dépense en frais de fonctionnement annuel de l'ordre de 100 000 euros. 100 000 euros, ces 100 000 euros étant pris sur notre excédent de fonctionnement qui est toujours autour de 5, 6, 700 000 euros chaque année. Donc ceci se traduira par une dépense supplémentaire, par un service nouveau, par une augmentation de l'article, au moins de l'article 11 de notre budget, mais pas par des évolutions fiscales, telles que ça se précise et se prévoit aujourd'hui. En investissement, il y aura quelques investissements à faire qui ne sont pas monumentaux, qui, ramenés au niveau de la commune, feront peut-être environ 40 000 euros, peut-être même pas. C'est 40 000 pour tout le monde, donc 10-15 000 euros pour chacune des communes, puisque les investissements, eux, seraient répartis à part égale, alors que les frais de fonctionnement seront répartis sur des critères touchant à la fois à la population et à l'importance du territoire de la commune, c'est-à-dire probablement à sa longueur de voirie. Tout ceci est toujours en cours d'élaboration. Ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Ce qui est surtout difficile, c'est de travailler à 4. Mais on arrivera à une solution. Donc au niveau du fonctionnement, c'est à peu près tout. Le changement d'organisation du service jeunesse, dont on a dit quelques mots aussi, ne devrait pas avoir d'influence, enfin n'a pas d'influence sur les effectifs et donc sur les coûts de fonctionnement. Il faudra s'attendre par contre peut-être à des évolutions, je pense au poste du chauffage, de l'électricité, du carburant, qui ne seront pas forcément négligeables et qui ne nous amèneront certainement pas à tenir l'objectif de 1,8, mais si on cherchera à tenir les dépenses les plus contrôlées possibles. Ça, c'est pour le fonctionnement. Pour l'investissement, voilà, que je retrouve mon papier. Pour l'investissement, nos perspectives sont des perspectives à peu près habituelles, puisqu'elles consistent à imaginer un budget d'investissement assez comparable à celui des années courantes, mais avec une particularité évidente, c'est que l'essentiel de l'investissement cette année, je vais finir par le trouver, est consacré à l'équipement et au fonctionnement de la police. Il est consacré à ce fonctionnement et cet équipement, et il y a évidemment dans ce poste-là tout l'aménagement du bâtiment. Vous voyez, je l'ai retrouvé. Il y a tout l'aménagement du bâtiment qui représente environ
600 000 euros de dépenses supplémentaires par rapport à l'achat que nous avons réalisé l'année dernière. C'est un des gros postes de notre budget d'investissement, compte tenu des investissements récurrents et quelques autres investissements d'importance peut-être moindre, comme par exemple la réfection de la toiture du tennis ou quelques réfections de bords d'incendie ou essentiellement oui, de bords d'incendie. Et puis ce qui est courant en la matière, c'est-à-dire les réfections du bail de voirie. Compte tenu de tout ceci, le montant global d'investissement, pour le moment, se situe entre 1,5 million et 2 millions. On dira 1,750 million pour faire un chiffre moyen, et qui permettent de satisfaire à toutes les attentes de 2019, mais pas à toutes les attentes projetées pour la commune, puisque ça nous amène à envisager un étalement prospectif sur les années suivantes, d'autres investissements, en particulier en ce qui concerne le projet de contrat régional, dont nous n'avons pas la réponse. Et si nous avions la réponse aujourd'hui, il y aurait une problématique de financement. Mais de la même façon, ça incite à regarder avec attention, mais prudence, la réalisation du terrain de foot en synthétique, qui lui aussi représente un engagement important, qui conduit à, même chose, regarder d'une façon prospective et non pas d'une façon immédiate un certain nombre d'opérations de voirie. Je pense à la fin de la rue Couperin et à la réfection complète de la rue du Réveillon. Je pense aussi à la réalisation de locaux pour la jeunesse dans la prévision, dans la perspective de la libération de la pompe incendie, puisque celle-ci va être complètement libérée pour permettre la transformation du presbytère de la pompe incendie en école d'art. Et puis, vous ayant dit ça, je crois que c'est à peu près tout ce que nous sommes amenés à considérer dans une perspective plus lointaine. Et néanmoins, pour tout ceci, vous avez vu tout à l'heure qu'on avait, au niveau de l'excédent, reporté une somme en investissement qui n'est pas forcément monumentale, qui reste de l'excédent de fonctionnement, donc une partie sera dans le budget affectée à un versement aux investissements, mais en tout état de cause, ceci impliquera un recours à l'emprunt l'année prochaine, enfin cette année, pardon, un recours à l'emprunt qui devrait être de l'ordre de 500 000 euros. Nous aurons à le préciser. Le recours à l'emprunt de l'ordre de 500 000 euros, c'est un montant qui reste tout à fait raisonnable à deux points de vue. C'est parce que ça grève évidemment le taux d'endettement, mais tout en le maintenant de l'ordre de 0,65, ce qui reste très raisonnable, et surtout, ça permet de continuer à recourir à l'emprunt dans les années suivantes. Alors que si nous procédions à un emprunt beaucoup plus important d'un seul coup pour financer beaucoup plus de choses, ça contraint l'ensemble des années qui suivent. Et la dette est quand même un élément essentiel, puisque en matière de gestion de nos propres finances dans le futur, si on sait ce qu'on va faire en 2019, si on sait à peu près comment on va afficher 2020, on ne sait pas du tout, compte tenu de la disparition partielle ou totale de la taxe d'habitation, comment celle-ci va être remplacée après et quelle sera notre autonomie financière par rapport à cette nouvelle fiscalité. Actuellement, on a une vraie autonomie financière puisqu'il nous suffit d'agir sur les taux pour augmenter ou diminuer la recette. Est-ce que ça sera pareil demain? On n'en sait rien. C'est un point qui n'est pas négligeable et c'est un des gros problèmes, des grosses inconnues des années à venir. Bon, comme j'ai un petit peu soif, je vais vous laisser la parole si vous voulez bien. Et si vous avez des questions à poser sur ces perspectives.
Oui, alors, Je prends la tienne. simplement un point de vue, monsieur le maire. Oui, Les marges de manœuvre occasionnées par l'autonomie en matière d'augmentation de la fiscalité ne nous semblent pas en fait la bonne variable d'ajustement pour gérer une commune. Et éventuellement, si on peut s'exempter d'augmenter en fait la fiscalité pour financer des investissements ou des frais de fonctionnement, il me semble que ce serait une bonne chose. Alors, sur ce point-là, je peux dire qu'en tant que contribuable, je partage tout à fait ce point de vue. Ça me paraît à peu près évident. Je rappelle quand même que moi, j'ai une vision des financements très personnelle, non, pas forcément personnelle. Moi, j'ai une vision très simple, je dirais. On finance la dépense de fonctionnement par l'impôt. Si ça dégage un excédent, c'est très bien. On bascule à l'investissement, mais pour moi, l'investissement, et en particulier l'investissement durable, il se finance par l'emprunt. Et tout en restant, tout en sachant étaler le programme d'investissement. J'ai dit l'autre jour que je ne vous résumerai pas ce qu'on a investi depuis 18 ans, mais si on regarde ce qu'on a fait depuis 18 ans, on s'aperçoit qu'on a étalé les investissements de façon à tenir les taux d'endettement à un certain niveau, et on y est parvenu, c'est possible. Mais ça veut dire qu'on n'a pas tout de suite. Là, c'est évident. Et qu'in fine, quand même, l'investissement d'aujourd'hui, ce sont nos impôts de demain, quelque part. À travers le coût d'entretien, bien sûr. Absolument. Bien sûr. Mais l'investissement d'aujourd'hui, c'est aussi les services aux habitants de demain. Oui, on est d'accord. Or, c'est quand même, d'une certaine manière, une préoccupation qu'on doit avoir, sans qu'elle ne devienne excessive. Sans monopoliser la parole, vous avez évoqué le guichet unique et vous avez dit qu'en fin d'année, possiblement, il y aurait une évolution financière à intégrer. Qu'est-ce que vous entendez par l'évolution financière à intégrer? Il y aura là aussi, en principe, enfin pas en principe, on l'a plus ou moins estimé dans notre budget d'investissement, il y aura des investissements pour ce guichet unique et puis en fait l'extension mairie, la partie mairie, je dis bien, pas du côté police, la partie mairie qui sera dans la moitié de la poste réservée à cette activité avec des liaisons informatiques et puis a priori, mais ça c'est un travail qui sera effectué entre la directrice et les personnels, un fonctionnement à définir de cette annexe qui aura tendance à devenir l'accès principal pour les administrés, l'accès principal de la mairie, définir comment ça fonctionne, les horaires, le nombre de personnes à disposition, et le fait d'assurer l'agence postale, puisque assurer l'agence postale, c'est nous qui l'assurons, c'est un personnel municipal, mais partiellement ou totalement qui est produit par la Poste. Donc ma question c'est, en fait ça va générer des coûts de fonctionnement supplémentaires. Et là vous les avez déjà chiffrés, parce qu'en réalité en fait il y a une partie du personnel qui va donc se retrouver sur ce guichet unique. Est-ce que le fait de rassembler sur un point, donc sur ce guichet unique des collaborateurs, est-ce que ça va générer par ailleurs des économies pour compenser en fait les nouveaux coûts de fonctionnement de ce guichet unique? Alors, si ça génère des économies, c'est essentiellement à travers l'usage de moyens modernes, c'est-à-dire la digitalisation de l'information, la numérisation, je ne sais pas comment il faut dire, mais d'un certain nombre de démarches. Au niveau de la présence, il faut toujours un agent d'accueil, il faut toujours un agent dans l'agence postale. Ça, on en aurait plusieurs, c'est des postes sur lesquels on peut jouer, mais comme je dis la plupart des services, mais je crois que tous les services sont à effectif 1, on ne va pas économiser grand-chose. Donc ça va plutôt augmenter, on va plutôt augmenter les coûts de fonctionnement, même si les services à la population peuvent se trouver améliorés, mais en fait, comment on pèse l'avantage en fait pour la population par rapport au coût, sans que ce coût, in fine, finisse par être payé par la population au travers d'une augmentation de la fiscalité locale. Alors, je dirais, mais je l'avance peut-être, puisqu'on n'est pas à un stade de détail suffisamment pour donner des chiffres. Moi, à mon avis, ça ne va pas entraîner d'effectifs supplémentaires. Par contre, ça va entraîner une répartition, un travail différent.
Et dans cette répartition différente, je crois que les services, certains services qui ne sont pas d'accueil, qui sont dédiés à une fonction, qui resteraient dans la mairie ici, seraient plus à l'abri de la population, c'est-à-dire plus tranquilles pour travailler, comme le sont par exemple les gens qui travaillent à l'étage aujourd'hui. La population allant essentiellement sur le guichet unique et prenant le cas échéant des rendez-vous pour traiter d'un problème social ou d'un problème d'urbanisme ou d'un problème technique. Ça devrait être un changement dans la répartition des flux de visiteurs. Bon, les flux de visiteurs, on sait très bien que quand il y a beaucoup de monde dans un bureau, ça n'a pas tendance à booster le rythme de travail. Mais très franchement, moi je vois assez transparent cet effet-là. C'est-à-dire que je ne m'attends pas à une augmentation ou à une baisse spectaculaire des coûts actuels de ce fait. Sauf si on supprime certains types de services, mais ce n'est pas l'objectif. S'il vous plaît, sur la Poste, comme c'est un investissement qui est quand même énorme, très important, sur le document, vous citez 960 000 €. Donc il y a déjà l'achat 540, plus les 600. Comment on arrive aux 960 000 €? Ah ben parce qu'il y a... Non, les 540 ne font pas partie. Ils ne sont pas dans les 960. Les Oui, 960, 540 plus 960. 960, c'est l'ensemble des transformations et l'aménagement du bâtiment. Donc, ce qu'il faudrait, je pense, comme c'est un investissement assez important, très important, c'est de lister tous les coûts associés à ça, d'investissement et bien sûr de fonctionnement. Donc sur l'investissement, tous les frais annexes, les frais d'études, les frais notariés... Ça a été présenté en commission finance. D'accord, mais je ne parle pas d'une commission finance qui s'adresse qu'à 5-6 personnes, mais aux habitants, pour leur faire part, quels vont être tous les coûts, lorsqu'on somme l'addition totale de tous les coûts d'investissement, et ensuite après, des coûts de fonctionnement. Parce que moi je ne suis pas d'accord, ça va faire une annexe en plus, c'est pas vrai. C'est du chauffage en plus, c'est un personnel d'accueil en double, ça va augmenter les coûts de fonctionnement. Non, c'est pas l'accueil en double, il n'y a plus qu'un seul accueil. Il n'y a qu'un seul accueil. Oui, mais On ne double pas l'accueil. mais on va avoir deux mairies finalement, Non, on multiplie. Oui, on va avoir des mètres carrés en plus. Des mètres carrés, mais pas deux accueils, un seul. Oui, mais il va y avoir deux accueils quand même, parce que les personnes qui veulent voir le maire, des élus ou d'autres fonctionnaires, il va falloir un moment les accueillir, et s'il n'y a personne pour tenir, il va y avoir un double accueil. C'est sur rendez-vous ensuite, c'est sur rendez-vous. Les habitants, ils ne sont pas que sur ce rendez-vous. Ah bah, la mairie, donc c'est ils tout iront le monde. Ils iront à l'accueil. Ils iront à l'accueil. Là-bas, Oui, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire que vous dissociez, vous créez une mairie annexe, vous déconnectez en fait la mairie des habitants. Parce que vous leur dire, écoutez, vous allez voir dans l'annexe là-bas, il y a un accueil, et pour ensuite joindre derrière. on ne fait pas ça. On affichera mairie sur le bâtiment là-bas. Donc ma question c'est surtout sur l'investissement et le fonctionnement, de bien lister tous les coûts de fonctionnement, tous les coûts cachés, l'électricité et ainsi de suite. Parce que en fait sur ces trois activités que vous listez, ce sont plutôt des activités qui normalement sont liées à l'État ou à des services publics, donc que ce soit la mairie, pour accueillir, c'est pour faire des passeports, pour les pièces d'identité. Les passeports, c'est à Marolles, tous les services civiques, donc qui sont normalement un service dédié aux collectivités territoriales. Ensuite, la police municipale, c'est aussi un service plutôt régalien. Ça vient parce que peut-être que la police nationale n'est pas suffisante, donc on crée une police municipale en plus. Et puis la Poste, c'est pareil, c'est un service qui est défaillant et que nous sommes obligés de financer. Donc tout ça, ça va apporter un service, mais qui, à limite, il y a quelques années, fonctionnait très bien. Donc on vient augmenter des dépenses d'investissement et de fonctionnement. Donc c'est considérable. Alors après, on parlait d'un service, c'est comme toujours, s'endetter, oui, mais pour faire quoi? Pour faire Ce que l'État ne fait plus. Voilà. Ben Pour rendre mais des services. Il ne faut pas le dire autrement. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire ça. bien sûr. La démarche de l'État, c'est de refouler vers le contribuable le plus près possible. Très bien. La Mais c'est un dépense. coût extrêmement important. Pour Oui. un État qui finalement ne nous finance plus, on est obligé de des dépenses pour simplement maintenir un niveau. Donc après, s'endetter, oui, mais s'endetter finalement pour maintenir un service. Alors que normalement, on s'endette pour
créer de choses Mais que nouvelles, faire, ou créer un service différent. Moi, je veux bien l'entendre, mais que faire toute la population qui a besoin de ce point Nous poste, sommes sur un débat, qui a besoin débat budgétaire d'avoir d'orientation. la Je vous fais sécurité des remarques. assurée, Au niveau C'est qui budgétaire, a besoin de services Tu es aux commandes de publics, la mairie, que c'est à fait-on toi de proposer. C'est un choix. Tu C'est es- un choix La politique. proposition est un choix adjointe. politique. C'est un La choix proposition qui est politique. faite est un choix politique. tout à fait. Bien sûr, Même c'est si un nous choix entendons- politique. Eh ben, précisez-le correctement, précisez-le. C'est correctement. Là, c'est des C'est- investissements quand- extrêmement importants, C'est une Bien extrêmement sûr, importants. bien sûr. Eh oui. On pourrait faire un service qui va être L'aide au numérique, pas c'est une forcément réalité. mieux, pas forcément mieux, parce que nous avons en plus le territoire, nous finançons en plus le Grand Paris Sud-Est Avenir, en plus, donc ça et la vient métropole. la métropole, et donc normalement c'est Créteil, le bureau est à Créteil, et donc là on crée en plus une annexe en plus, donc nous créons un bureau à Créteil, Une annexe de GPSE? Non, on n'a pas d'annexe de GPSE ici. Non, mais il y dépendant en a une à aussi Marolles, pour en toute l'urbanisme, façon. À Marolles. pour toutes les activités pour lesquelles nous avons transféré. Oui, mais je comprends bien, Eric. Mais c'est quoi la solution? On dit à la Mais population. tu es maire Eh bien, adjointe. moi, je te dis, C'est à toi de- et on assure. Alors, Aujourd'hui, on il faut propose faire. un service Mais je pose des au questions. centre Non mais Nord. là, tu poses des questions et tu portes un jugement. On est tous d'accord et on partage le point de vue que l'État se désengage. On assume un choix politique de pallier à regret, à contre-cœur, avec tous les termes et les adjectifs que l'on peut employer, de pallier aujourd'hui les manques de l'État pour avoir un service public qui soit en adéquation avec les besoins de la commune. On l'assume, c'est un choix politique, et aujourd'hui, quand il y a une proposition Bien sûr. qui est faite en conseil municipal, on n'a pas de raison de se justifier, puisque la proposition que l'on fait, c'est un choix politique assumé. Bien sûr. Ça s'appelle une proposition politique. Oui, mais là c'est un peu contraint, c'est dire c'est un choix politique, mais c'est aussi dire Oui, mais c'est un c'est un choix. bon dos, c'est dire de toute façon c'est pas là, donc on est obligé de le faire. Donc du coup nous dépensons sans regarder. Ah ben, on Mais est on pas pourrait obligé le de le faire. faire, Oui, on on pourrait a le entendu faire. que les habitants Des souhaitent avoir investissements une colossaux. poste ici, ou un Nous service avons acheté postal. 540 000, plus les encore. Mais toi, tu es sur Saint-Maur, tu as de la chance parce que tu as encore une poste, tu as encore tout ça à Saint-Maur. Non, Ici, c'est à partout, Santeny, c'est partout. on n'a plus de poste, on n'a plus la police ne peut plus venir jusqu'ici parce qu'ils n'ont pas d'effectifs. On doit faire avec une réalité de terrain. On peut rêver jusqu'à l'infini, Eric. Aujourd'hui, on est face à une réalité. Face à cette réalité, on fait des choix politiques. Oui, ils Non, auront mais tout à sûrement l'heure tu disais un qu'est-ce coût. qu'on fait. Eh bien, on fait ce qu'on fait. On fait qu'on va créer des services. On se substitue. Ils ont un coût, on se substitue, on le déplore comme tout le monde, mais si on veut que nos Santenois trouvent encore de quoi avoir un minimum de services, aujourd'hui le service social, il y a de plus en plus de besoins, on ne va pas refaire l'histoire, hein, il n'y a qu'à regarder en ce moment l'actualité, il faut aussi Quand on voit développer le ces poids de services. la contribution CCS Tout ce et qui est des numérique, associations, c'est minime. Tout ce qui est numérique, C'est Eric, rien toi du tu tout. sais peut-être très bien te servir de cet engin-là, et tant mieux pour toi. Aujourd'hui, on a une population qui va être en difficulté parce que demain, même aujourd'hui, il faut aller sur Internet pour... attends, je termine, si tu permets, Eric, s'il te plaît. Hein, au niveau du numérique, beaucoup de gens sont aujourd'hui en vraie galère pour aller faire les démarches qu'ils sont obligés de faire, que ce soit la CAF, etc., parce que c'est compliqué, parce que c'est pas donné à tout le monde, parce que c'est quand même une formation que tout le monde n'a pas d'instinct. Eh bien, offrir ce service à la population, de leur permettre de les aider sur tout ce qui est le numérique, pour éviter qu'ils soient encore plus en rade, eh bien oui, ce sont des choix politiques qu'on assume. Oui, ces services-là, on va les développer pour la population. C'est un choix. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas comment te le dire autrement. Non, mais Et ça aura un coût. On va rien dire de plus parce que c'est pas le débat de ce Non, c'est soir. pas le débat. C'est pas le débat. Si vous avez un débat sur le désengagement de l'État, je vous engage à vous intéresser au grand débat. Je voudrais juste dire un mot. On ne peut pas aller contre la création de tels services. Non. Ce qu'il faut, c'est... Hélas. Il y a deux choses. Oui. Il faut dénoncer le désengagement de l'État, comme le disait monsieur le maire, et parce que c'est systématique. On enlève la police nationale, et ben les communes, elles créent la police municipale. Mais on ne dénonce pas assez que la police, qu'il y a un désengagement total de l'État. La Poste, c'est pareil. Donc on ne peut pas être contre ça. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la transparence. À savoir que quand on crée une annexe, hein, il y a un coût d'investissement et il y a forcément, au bout du compte, du fonctionnement nouveau. Et c'est ce que l'on veut connaître. Et je pense que c'est pas trop difficile à l'étudier. Mais ça, Voilà. quand on présentera le budget, ça, on sera voilà. capable de Non, dire combien on a mis dans le Tout à budget pour le fonctionnement de ce bâtiment, sachant que le fonctionnement de la police il sera partagé. Oui, oui. Mais bon, peu importe. Par contre, ce que je tiens à ajouter, parce que ça m'irrite en permanence, là, ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait que nous nous substituons en permanence. Systématique.
On a des élections permanentes, on a choisi un président, on a choisi des élus, on va choisir des députés européens. Il faut bien penser que chacun de ces trois niveaux, et il y en a d'autres, je ne parle pas de la métropole ici, si j'en parlais, Valérie m'arracherait les yeux, mais il y a tout un tas de gens qui s'occupent de beaucoup de choses. Tout ceci, ça a été créé. Ça a été créé par nos députés, par l'État, par les gens qu'on a nommés pour imaginer comment faire fonctionner notre République et notre gouvernement. Tout ceci, ça se situe en plus dans un cadre européen où ces mêmes gens ont décidé que 3% quand même, pour maintenir l'euro à un niveau à peu près stable, il ne fallait pas dépasser les 3% de déficit, parce que c'est du déficit, chaque année. Et on continue à tirer, on continue à tirer. Je vous rappelle quand même qu'on a 98% d'endettement par rapport au PIB dans la loi de finances. On doit être plutôt près de 100% en ce moment. Bon, tout ceci existe. Il n'est ni dans notre pouvoir, ni dans notre rôle de le corriger. Par contre, il est dans notre devoir, c'est vrai, de bien le réaliser, de façon à ce que quand on élit des gens, quels qu'ils soient, c'est même pas une opinion politique que j'ai, mais là c'est une opinion de gestionnaire, quand on élit des gens, quand on leur donne des responsabilités, des fonctions, et on va le faire pour l'Europe, il faut savoir que, qu'est-ce qu'on va élire, je ne sais pas, je me le demande, mais ce sont des gens qui vont contribuer soit à nous maintenir l'obligation des 3%, soit à le soutenir, soit autre chose. Et l'État de son côté, qui accepte d'un côté les 3%, ben pour essayer de les respecter, il supprime des flics, il supprime des militaires, il supprime des enseignants, il supprime un fonctionnaire sur deux, et résultat, comme l'habitant que nous sommes, lui, il a deux visions, il a la sienne, il ne veut pas payer plus pour des services, il ne veut pas payer plus pour que l'État ait moins de difficultés, mais il veut quand même que les services soient maintenus. Et ça, c'est une de nos caractéristiques à chacun d'entre nous, qui fait qu'on veut le beurre, l'argent du beurre, puis la crémière à la rigueur. Ça va s'arrêter un jour. Ben, je ne sais pas si on peut en convaincre les gens que ça va s'arrêter. Mais j'en suis personnellement convaincu. En ce moment, je ne suis pas convaincu. Ben, les gens qui sont sur les ronds-points n'en sont pas convaincus, mais je pense qu'ils n'en sont pas convaincus pour une bonne raison aussi. On touche à un autre aspect. Je pense que la culture économique est très mal diffusée en France. Et le français moyen, et c'est pas méprisant ce que je veux dire, le français moyen n'a pas de culture économique. Il a tout juste sa propre culture pour gérer son budget. On s'aperçoit effectivement à travers les situations individuelles de bon nombre de gens que les notions qu'on évoque d'endettement, d'investissement, de fonctionnement, sont pas des notions très répandues. Et puis, moi, quand je suis devenu ingénieur, je n'avais pas de cours d'économie dans une école d'ingénieur. C'était quand même quelque chose d'anormal. Je suis allé faire la fac pour en avoir, mais... Un ingénieur n'est pas fait pour faire Enfin, il est fait pour concevoir. Tu m'inquiètes. Que tu me dises un financier n'est pas fait pour faire de la mécanique, là, oui. C'est une séparation. Certainement pas. Mais l'inverse, ça me paraît souhaitable. C'est une séparation des fonctions. C'est une séparation des fonctions. C'est cette séparation française qui nous conduit à ça aujourd'hui, qui fait que la vision systémique... La France manque d'ingénieurs, justement. La France manque d'ingénieurs, justement. Il y a un très bon débat sur la France manque d'ingénieurs. oui, elle manque d'ingénieurs, mais il faut qu'ils soient financiers quand même. Il faut qu'ils soient financiers quand même, l'ingénieur aujourd'hui. Pour trouver du boulot, bien sûr. Bon, excusez-moi, je vais mettre fin à ce débat d'orientation. Je vais simplement Je vous demanderai une demander... précision sur les investissements et bien sûr, et sur le fonctionnement, parce que la Poste est déjà achetée, on a déjà des coûts, donc de bien le préciser en toute transparence. Avant ça, il n'y a pas de problème. Ça, je pense qu'en matière de transparence, j'attends qu'on me reproche quelque chose en matière de transparence. Bien, en ce qui concerne la séance d'aujourd'hui, je vais vous demander simplement d'acter que nous avons effectué le débat d'orientation. Quelqu'un pense-t-il que c'est pas vrai? S'abstient-il? Bon, donc, dont acte. Et on va en rester là-dessus, sur l'orientation budgétaire. Compte rendu? Oui, non. Oui. Qu'est-ce que vous avez donné tout à l'heure? Ah oui? Oui,
rapporteur. Oui. Bon, très bien. Alors, je ne pose pas la question particulièrement à vous, mais à vous et à chacun, vous avez tous lu le compte-rendu? Tout à fait. Bon, devant cette unanimité, avez-vous des commentaires? Non. Bon, alors je vais le soumettre tout de suite à votre approbation. Qui refuse d'approuver le compte-rendu? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. À votre sens. Merci. Merci. On va en faire un secrétaire. Non. Je suis faux là. C'est fini, mais c'est pas fini. D'accord, il n'a pas encore levé la séance. Alors, non, je ne la lève pas encore tout de suite, j'ai encore 2 mots à dire. Ces 2 mots, alors le premier, c'est que je ne le dirai pas, parce que vous n'aurez pas de nouvelles ni du territoire, ni de la métropole, puisque notre représentant n'est pas là. Sans ça, il ne se passe pas grand-chose, et notre directrice des services est toujours très présente aux réunions de service, qui sont les réunions opérationnelles, et qui sont finalement celles qui ont un effet immédiat. Par contre, non, ce que je voulais vous dire, c'est que tout à l'heure, on a parlé, enfin j'ai vaguement dit, allez exprimer vos attentes au grand débat national. Je me suis interrogé un moment sur ce qu'on allait faire à propos de ce grand débat. Tout le monde a lu la lettre du président? Ouais, bon. Vous savez qu'il... Elle est publiée. Elle est publiée, non, elle n'est pas... pas la recevoir dans ta boîte aux lettres. Bref, dans cette lettre, on nous encourage, le nous étant très collectif, hein, c'est pas les maires particulièrement, c'est les citoyens, à organiser, si on le souhaite, des débats sur la situation actuelle du pays. Donc je me suis interrogé un moment sur l'intérêt qu'il y avait à réaliser ça à Sampigny, tout en voulant ne pas le connecter avec des problématiques municipales. Bien. Et dans le même temps, notre député se posait la même question, et puis les collègues du plateau également. Donc en fin de compte, nous avons décidé de réaliser 2 séances de grand débat plateau Briard, qui se dérouleront à Mandres les 4 février et 12 mars à 20h. Salle d'Orléans. 4 février, 12 mars à 20h. 2 thèmes seront évoqués à chacune des réunions. La participation est libre. L'animation sera faite par une personne neutre, mais si possible compétente sur les sujets évoqués, ou sur la plupart des sujets évoqués. Il n'y aura pas d'intervention particulière du député ou des maires, enfin, escalité. Et puis après, il y aura la synthèse à faire. Alors, pour le moment, on n'a pas encore conclu qui faisait la synthèse. Je crains que... Voilà, on verra ce que ça peut apporter de l'une. Jusqu'à présent, pour ce qui nous concerne, nous avons 2 remarques sur le cahier de doléances. Nos amis de Mandres en ont 3, ceux de Périgny en ont 1. Marolles en a, paraît-il, des dizaines, enfin une dizaine. Et puis Villefranche, je ne sais pas. Voilà, donc là, j'ai complètement terminé et il est 22h15 à notre pendule. La séance est levée. Merci à vous.